Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, l'actualité reste marquée par le voyage du président Ali Bongo Ondimba en Chine. La visite d'État de 3 jours devra permettre au Gabon et à l'Empire du milieu de revisiter une coopération notamment économique vieille de 42 ans. En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a dénoncé ce lundi devant la justice la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale, estimant qu'il avait usurpé les pouvoirs du Parlement. Nous irons aussi au Brésil, précisément à Sao Paulo, où des milliers de manifestants se mobilisent pour dénoncer la corruption d'une classe politique empêtrée dans le scandale de Petrobras. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, la capitale économique du Gabon accueillera durant 5 jours des experts en observation de la Terre pour satellites qui vont donc se focaliser sur le partage d'expériences des opérations en station, mais aussi sur la présentation des performances techniques du prochain satellite Landsat 9. Le compte-rendu de Zvetana Gladys Maganga. C'est une première en Afrique subsaharienne. Le Gabon accueille ce lundi 5 décembre la 45e réunion technique internationale des agences spatiales qui reçoivent les satellites américains du programme Landsat. Le Gabon, à travers l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, AGEOS, est membre du réseau mondial des stations Landsat depuis 2012 et conforte ainsi sa position de leader dans la sous-région. Du 5 au 9 décembre, cette réunion annuelle regroupe 47 agences spatiales et sociétés de services dans le domaine spatial vont partager leur expérience des opérations en station, les précisions des images, l'état des capteurs à bord des satellites et le futur satellite Landsat 9. La GEOS présentera les activités de sa station de réception directe et les résultats des travaux de suivi de la qualité des images Landsat. Aujourd'hui, plusieurs agences spatiales occidentales souhaitent installer leur antenne sur le site de la GEOS Hancock. C'est le cas de l'agence spatiale suédoise. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, en partenariat avec l'Agence nationale des infrastructures et des fréquences, l'ANINF, a lancé ce lundi un atelier de formation sur le numérique. Gaël Bapessi, Larding et Mamba. La formation se tient au campus numérique francophone de Libreville, localisé dans les locaux de l'université Omar Bongo. Cette formation nous est venue par rapport effectivement à un constat où lorsqu'on regarde dans la sphère Internet, il n'y a pas beaucoup d'applications qui émanent des productions gabonaises. Donc là, en voulant déjà être présent sur cette grande plateforme internationale, nous avons voulu aussi faciliter, n'est-ce pas, l'accès à l'information ou à certaines données aux usagers depuis les terminaux mobiles. Les compétences acquises par les apprenants durant cette formation leur permettront de développer des applications mobiles. Il s'agit d'un atelier de développement d'applications Android parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les téléphones et les smartphones sont équipés du système d'exploitation Android. Donc l'idée, c'est d'amener les collègues à s'initier donc à la pratique de ce système d'exploitation pour développer des applis qui leur permettraient de gérer soit des séminaires, soit des étudiants dans un établissement ou des formations. Ceci pour faciliter les inscriptions des étudiants à une base de données, à une banque d'informations ou à une administration. Aussi permettre la consultation via les terminaux mobiles. 20 personnels informaticiens des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie bénéficient de cette formation prévue pour durer 5 jours. J'en viens à la hausse du prix du carburant au Gabon, annoncée depuis fin 2015 à la suite d'un séminaire gouvernemental en raison de la baisse des coûts du pétrole. La hausse des prix à la pompe qui découle de la fin de la subvention des carburants a surpris les automobilistes et les transporteurs, surpris donc de l'augmentation de 2%, une situation pas du tout au goût du président du syndicat libre des transporteurs terrestres, Robert Meignet. En témoigne ce compte rendu de Gaël Mapessi. L'augmentation du prix du carburant dans les stations-service dans la nuit du mercredi à jeudi dernier a surpris les membres du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon qui, après 2 jours d'observation, ont décidé de réagir. Nous demandons pour cela la publication de la structure des coûts pour voir à quel niveau de la texture des prix il y a eu augmentation.
D'ailleurs, nous déplorons ce manque criard de communication du gouvernement sur un sujet aussi sensible. Une situation qui pourrait, selon Jean-Robert Meignier, avoir des conséquences fâcheuses. Nous relevons 3 conséquences néfastes. Une conséquence dramatique sur le secteur des transports routiers. En effet, dans ce secteur où les charges connaissent une augmentation exponentielle, une augmentation de plus de 5% sur le prix du carburant se traduit par une hausse considérable des charges variables, consacrant ainsi le passage à un pilier supérieur vers l'asphyxie du secteur. 2. Un risque de dérégulation des coûts de transport qui va affecter au final les consommateurs et donc les populations gabonaises. Ces populations qui n'en peuvent plus de cette austérité grandissante. 3. Une difficulté grandissante chez le reste des consommateurs, les commerçants par exemple, pouvant créer à terme une inflation générale des prix. Interrogés sur la question, les responsables de certaines stations-service n'ont pas souhaité se prononcer. Toutefois, pour les transporteurs, c'est une augmentation de trop. Ils souhaitent discuter avec les autorités en charge de cette question. Envie de faire la lumière sur les avancées des rencontres et des négociations entre son administration et les syndicats des greffiers et des magistrats, le ministre de la Justice, Alexis Boutamba, est revenu ce lundi sur l'essentiel des points qui ont émaillé ces rencontres, rappelant aussi l'engagement du gouvernement. Kenny Ongori, Alimboutsu de Tivinour. Au lendemain de la rencontre avec les syndicats des greffiers et des magistrats du Gabon, le ministre en charge de la justice est revenu au cas par cas sur les revendications des uns et des autres. Avec les greffiers, nous sommes entretenus pour la 2e fois. Et ils avaient 4 points. C'est des points de texte. J'ai estimé qu'il fallait mettre une commission où il fallait les impliquer directement pour qu'ils ne soient pas soupçonneux du travail de l'administration. Et nous nous sommes entendus. Ils étaient favorables à cette démarche. Avec les magistrats, c'était la 3e rencontre. Sur les 6 points, 5 sont en mouvement. Le 6e point, je crois qu'ils l'ont dit, c'est celui qui concerne tous les fonctionnaires comme de la PIP. Le gouvernement travaille pour que la PIP soit payée au temps opportun. Il est également revenu sur un point des plus importants concernant la juridiction de Port-Gentil, un point qui accroche particulièrement le syndicat des magistrats. À ce sujet, nous avons déjà eu de siège à Port-Gentil parce qu'on n'en avait pas. Le gouvernement a mis une entreprise qui est en train de faire des évaluations. Nous pensons qu'avec la signature du contrat, l'entreprise nous donnera le délai d'exécution de ces travaux. Le garde de Sceaux tient donc à confirmer les engagements du gouvernement de la République et garantir aux différentes parties de l'aboutissement de tous les engagements de l'État à leur endroit. Je vous l'annonçais en titre, le Gabon et la Chine plus que jamais déterminés à aller de l'avant. La visite de 3 jours du président Ali Bongo Ondimba à Pékin depuis ce lundi matérialise cette volonté des 2 pays d'impulser une nouvelle dynamique. Kevin Oswald Doukaga. Pour sa première sortie officielle hors du continent africain, 3 mois après sa réélection, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba va séjourner à Pékin pendant 3 jours sous l'invitation de son homologue chinois. Les 2 pays comptent renforcer leur coopération multiforme et féconde qui date de plus de 40 ans. Des relations qui sont restées dynamiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, a rappelé le ministre gabonais des Affaires étrangères. Lors du séjour que le président de la République va effectuer en Chine, il est prévu un forum économique au cours duquel l'environnement économique gabonais sera présenté. C'est l'occasion pour nous de présenter effectivement les opportunités qu'offre le plan stratégique Gabon émergent et les opportunités aux hommes d'affaires chinois de possibilités d'investissement direct dans notre pays. La Chine est devenue ces 6 dernières années l'un des partenaires les plus dynamiques dans plusieurs domaines, dont la santé, l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. D'ailleurs, plusieurs accords seront signés à cet effet. Cette visite du numéro 1 gabonais en Chine permettra de donner une nouvelle impulsion à ce partenariat déjà fructueux. Et pour refermer cette page du Gabon, quelques heures seulement avant son départ pour la Chine, le président de la République Ali Bongo Ondimba a décliné les intérêts et le sens de cette première visite d'État hors du continent africain à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, 3 mois seulement après sa réélection. Ali Bongo Ondimba a notamment insisté sur l'un des points à l'ordre du jour, à savoir la coopération économique. Écoutons-le au micro de Jamila Bengman et Joël Tatou.
Le président Ali Bongo Ondimba a quitté Libreville ce lundi à destination de Beijing, la capitale de la Chine, pour une visite d'État de 3 jours. Le chef de l'État se rend en Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de ce séjour, le numéro 1 gabonais et le dirigeant chinois passeront en revue la coopération Gabon-Chine, lancée en 1974. Les liens qui, au niveau diplomatique et politique, sont très forts, sont très bons. Et nous voulons donc faire en sorte que nos liens économiques puissent se renforcer. C'est une visite dont nous avions déjà parlé depuis 1 an avec le dirigeant chinois. Et dans le cadre des échanges, comme je viens de le dire, entre nos deux pays, nous effectuons des déplacements. Il y a quelques mois, nous avons reçu un haut dignitaire chinois qui s'est rendu dans notre pays. Et moi-même, j'avais aussi envisagé de pouvoir me rendre dans la République populaire de Chine pour parler un petit peu du partenariat qui est le nôtre. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, nous voulons favoriser le partenariat public-privé et aussi favoriser l'investissement direct étranger. Et donc, le Gabon est une terre d'opportunités économiques, et nous appelons des entreprises chinoises qui sont déjà présentes au Gabon à venir encore plus nombreuses à investir. Le Gabon souhaite continuer de faire progresser son partenariat avec la Chine, approfondir et élargir la coopération concrète dans tous les domaines afin de faire de leur coopération bénéfique et mutuelle un exemple de coopération sud-sud. Ce sera donc l'occasion d'évoquer les nouveaux atouts du Gabon qui s'est lancé dans la diversification de son économie. L'économie gabonaise, encore largement influencée par le pétrole, connaît un ralentissement. Nous sommes dans un contexte difficile, un contexte qui est fortement connu. Le prix du baril de pétrole a chuté, mais n'est pas pour autant que le Gabon s'est arrêté de marcher. Donc le dynamisme de l'économie gabonaise attire toujours un certain nombre d'investisseurs, et la République populaire de Chine reste un partenaire de choix pour nous, avec lequel nous voulons resserrer encore les liens économiques qui unissent nos deux pays. En Chine, Ali Bongo Ondimba aura donc un agenda chargé. Il est prévu des visites de sites et des échanges avec des hommes d'affaires chinois. La Chine, deuxième économie mondiale, est actuellement un des principaux partenaires économiques du Gabon, sinon le plus dynamique. La page Afrique s'ouvre au Ghana. Le 7 décembre prochain, les Ghanéens se rendront aux urnes pour élire leur prochain président, pays riche en ressources naturelles. Le Ghana souffre cependant de ralentissement économique lié à la chute des prix des matières premières qui pourrait influer sur cette élection présidentielle de mercredi. Marina Mendeman. Le Ghana est le deuxième producteur d'or du continent africain après l'Afrique du Sud et le deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire. L'or et le cacao se présentent comme les deux principaux produits d'exportation, mais il est aussi riche en diamants, en bauxite et en manganèse. Devenu producteur de pétrole en 2010, le Ghana souffre d'un ralentissement économique lié à la chute des prix des matières premières, qui pourrait influer sur l'élection présidentielle qui aura lieu ce mercredi. Présenté autrefois comme un exemple de croissance économique, le pays a dû recourir à l'aide du Fonds monétaire international, le FMI, en 2015 en raison de la baisse générale des prix des matières premières. Ici, le revenu national brut, le RNB, par habitant s'élevait en 2015 à 1 480 $, soit 910 000 francs CFA. Et selon la Banque mondiale, 25% des 27,4 millions de Ghanéens vivent encore en dessous du seuil de pauvreté. Récemment, un rapport de l'UNICEF révélait qu'environ 3,5 millions d'enfants vivent dans la pauvreté et 1,2 million d'entre eux ne sont pas correctement nourris par leur famille. À noter que le pays manque d'infrastructures, notamment sanitaires, tandis que l'inflation et les coupures de courant à répétition plombent l'économie. Mais selon la Banque africaine de développement, la croissance économique du pays devrait repartir à la hausse. Et toujours au Ghana, le principal candidat d'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a tenu dimanche un meeting de fin de campagne avec le soutien de son parti, le nouveau parti patriotique, dans l'espoir de s'imposer dans les urnes lors de l'élection présidentielle face au président sortant John Mahama Dramani. Le récit de Texaki Gassam. Nana Akufo-Addo, soutenu par le nouveau parti patriotique et principal candidat de l'opposition à la présidentielle au Ghana, cible les électeurs à toucher au maximum au cours du dernier meeting de campagne électorale. Le NPP et Nana Akufo-Addo peuvent le faire. C'est possible.
On est fatigué de la corruption dans ce pays. Et nous connaissons des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont devenues millionnaires. Le candidat compte sur sa position privilégiée dans l'opposition ghanéenne, mais aussi sur les électeurs en situation sociale difficile pour remporter l'élection prévue se tenir mercredi. Tous les jeunes au Ghana souffrent à cause du manque d'emploi. Il y a du chômage, l'électricité coûte cher et le coût de la vie en général est trop élevé. Je soutiens Nana parce que nous souffrons. Nous n'avons pas de travail. Le travail que tu peux avoir, c'est dans la sécurité et le nettoyage. On souffre ici et le gouvernement ne nous aide pas. Je n'ai pas payé ma facture d'électricité ni de l'eau. Je n'ai pas d'argent, donc nous avons besoin de changement. Nous supplions, nous avons besoin du changement. Nana Akufo-Addo était candidat aux élections de 2008 et 2012. Pour cette campagne électorale, il met à profit son expérience et garantit aux électeurs le respect des institutions et de l'expression de la démocratie au Ghana. En Angola, la décision du président José Eduardo dos Santos de mettre un terme à son règne sans partage de 37 ans est une façade, tels sont les propos d'un activiste angolais. Il poursuit que rien ne changera tant que les Angolais vivront sous le régime du mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Le récit de Jamila Mbengman. À l'issue d'une réunion vendredi dernier à Luanda du comité central du parti au pouvoir, la radio nationale a annoncé, citant des sources internes au parti, que le chef de l'État ne se représenterait pas en 2017. Le président José Eduardo Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a donc décidé de mettre un terme à son règne sans partage de 37 ans à la tête de l'Angola en ne sollicitant pas de nouveau mandat pour les élections générales de l'an prochain. Le président de la République devrait faire ça. Le président de la République aurait dû faire ça depuis longtemps. Et faire ça aujourd'hui est une façade parce que les problèmes que les Angolais avaient depuis longtemps, depuis 40 ans qu'ils sont dirigés par le régime du MPLA, existent toujours aujourd'hui. Arrivé au pouvoir en 1979, José Eduardo Santos, 74 ans, devrait être remplacé à la tête du mouvement populaire pour la libération de l'Angola par son ministre de la Défense et l'actuel vice-président du parti, João Lourenço, a précisé la radio. La constitution angolaise ne prévoit pas de scrutin présidentiel, mais précise que le poste de chef de l'État revient au chef du parti qui emporte les législatives. Le chef de l'État avait semé le trouble en affirmant en mars qu'il quitterait le pouvoir en 2018, un an après les prochaines élections. Il avait toutefois été réélu à la tête du parti en août. Cette page Afrique se referme en Afrique du Sud et tel qu'annoncé à l'entame, le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, a dénoncé ce lundi donc devant la justice la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale, estimant qu'il avait usurpé les pouvoirs du Parlement. Lardine Mamba s'en fait l'écho. Dans le pays arc-en-ciel, l'opposition politique a saisi la justice pour empêcher un retrait du pays de la Cour pénale internationale. Il y a 2 mois, l'Afrique du Sud annonçait son retrait du statut de Rome et réclamait une réforme des articles sur la possibilité de poursuivre les chefs d'État. Le principal parti d'opposition, Alliance démocratique, a donc entamé une procédure en justice qui est examinée par la Haute Cour de Pretoria depuis ce lundi. Nous mettons en doute la rationalité et la constitutionnalité des décisions prises par le gouvernement sud-africain. Nous pensons que cette décision a été prise sans respecter la procédure. Notre constitution prévoit une procédure qui n'a pas été suivie. Et pour ces raisons, nous pensons que cette Cour devait annuler cette décision, car elle est irrationnelle et non conforme à la Constitution. Pour l'opposition, la décision du gouvernement de se retirer de la CPI est illégale et invalide. Le retrait du pays des Zoulous à la Cour pénale internationale prendra effet en octobre 2017. La procédure stipule en effet que le départ de la CPI intervient 1 an après la notification aux Nations Unies. L'Afrique du Sud devrait devenir ainsi le premier pays à se retirer. Le Burundi, la Gambie et la Russie ont aussi annoncé leur départ de la Cour, premier tribunal international permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Place à présent aux actualités hors du continent. Tout d'abord, en France, et c'est en bref et en images, Manuel Valls, le Premier ministre français, vient de déclarer sa candidature à la présidentielle de 2017 dans son fief de Évry en présence d'une foule de partisans au terme d'une probable ultime journée comme Premier ministre de François Hollande, puisqu'il va présenter sa démission ce mardi, soit 5 jours seulement après le renoncement du président français François Hollande à briguer un second mandat. Manuel Valls veut se positionner comme le rassembleur d'une gauche fracturée face à une droite en ordre de bataille. Voilà donc pour l'essentiel de cette sortie de ce lundi en France. Poursuivons, et cette fois c'est à Sao Paulo. L'actualité nous dit qu'au moins 20 000 personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Brésil dimanche contre la corruption pour soutenir l'enquête autour du scandale politique Petrobras. Renandem. À Rio de Janeiro, un manifestant brandissait une pancarte avec l'inscription « Opération Lavarato », défendue par le peuple. L'enquête Lavarato sur le scandale de corruption touchant le groupe pétrolier Petrobras a compromis de nombreux représentants de la classe politique au Brésil. Ici, vous trouvez des ouvriers du bâtiment, des chauffeurs de bus, des enseignants, pas que les nantis. Nous sommes des travailleurs qui en ont assez de l'institutionnalisation de la corruption dans ce pays, a affirmé une manifestante, Joana Dark, 51 ans. Nous voulons un Brésil débarrassé de la corruption et où s'applique la loi, a-t-elle ajouté. Malheureusement, la question de la corruption est instrumentalisée par les leaders politiques. Nous avons un champ politique complètement divisé à cause du récent empêchement. Et chaque bord essaie de défendre des thèmes qui les arrangent mieux. Nous sommes descendus dans la rue pour soutenir la destitution de Rousseff. Mais les politiques ne peuvent pas dormir tranquilles. Ils doivent savoir que nous continuerons à descendre dans les rues pour protester contre toute cette corruption généralisée. Paula Suarez, artiste 51 ans. La mise en accusation du président du Sénat porte un nouveau coup dur au président Michel Temer, qui a succédé à la présidente de gauche Dilma Rousseff, destituée fin août par le Sénat pour maquillage des comptes publics. Direction l'Irak, où la seconde division des forces spéciales irakiennes a lancé ce lundi une nouvelle offensive sur le quartier Al-Tamim à Mossoul, dans le cadre d'une vaste opération pour reprendre à l'État islamique son plus grand bastion en Irak, avec l'appui d'une coalition internationale. En témoigne ce récit de Lardingue Mamba. Nouvelle offensive de la deuxième division des forces d'élite irakiennes, lundi au quartier Al-Tamim à Mossoul, entre les djihadistes du groupe État islamique et les forces irakiennes. En même temps, en Syrie voisine, des combats arabes et kurdes, soutenus par la coalition internationale anti-djihadiste, continuent d'avancer vers Raqqa, l'autre grand fief du groupe ultra-radical. Les forces irakiennes ont lancé le 17 octobre dernier, avec le soutien de la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, une offensive d'envergure pour reprendre au groupe État islamique son bastion de Mossoul, dans le nord de l'Irak. Mais la reprise totale de cette ville ne devrait pas intervenir avant des semaines, voire des mois. Il faut peut-être encore plus de temps à la coalition internationale. En Irak, les travailleurs humanitaires craignent d'importants déplacements des populations au fur et à mesure que les forces irakiennes progressent dans Mossoul et font face désormais à une pénurie de vivres, d'électricité et d'eau. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste marquée par le voyage du président Ali Bongo Ondimba en Chine. La visite d'État de 3 jours devra permettre au Gabon et à l'Empire du Milieu de revisiter une coopération, notamment économique, vieille de 42 ans. Nous étions dans cette grande session en Afrique du Sud. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a dénoncé ce lundi devant la justice la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale, estimant qu'il avait usurpé les pouvoirs du Parlement. Et puis, vous l'avez vu, au Brésil, précisément à Sao Paulo, des milliers de manifestants se sont mobilisés pour dénoncer la corruption d'une classe politique empêtrée dans le scandale Petrobras. Voilà pour l'essentiel de cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.